Ce soir, je vais vous présenter des histoires qui font partie des histoires les plus atroces que j'ai pu voir. C'est un enchaînement de quelque chose de bien pire que de la simple malsénité, et également ajouter à cela de la malchance. Et je tiens à vous dire tout de suite que l'horreur que je vais vous présenter dans cette vidéo est une horreur qui est très facile à imaginer. Donc si jamais vous êtes sensible, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. Je me dois de vous le dire, l'histoire est complètement dingue. On va parler de crime, mais de crime dans le crime. Et il est probable que, comme moi, cette histoire, je la connais depuis un moment, et bien de votre côté, elle vous reste en tête également. Et à l'origine de cette horreur, il y a deux individus. Le premier individu qui va être à l'origine de tout cela est un homme nommé Delpierre. On ne sait pas beaucoup de choses à son sujet, notamment concernant son enfance. On sait simplement qu'il est né en 1952 à Trinité et Tobago dans les Caraïbes. On sait qu'il a grandi là-bas et qu'en 1970, Dale et sa famille ont déménagé à New York, aux États-Unis. Notre homme vivait à Brooklyn et ceux qui l'ont connu ont dit qu'il était un parfait crétin. Surtout quand il était enfant, il était capricieux, extrêmement facilement, et il faisait tout, que ce soit bon ou mauvais, pour obtenir ce qu'il désirait. En 1973, Dale a intégré l'armée américaine, précisément les forces de l'armée de l'air. Il a intégré la base aérienne de Hill, dans l'Utah, et il avait pour poste celui de mécanicien d'hélicoptère. Mais étonnamment, peu de temps après son affectation dans cette base aérienne, les choses ont commencé à se passer de manière plutôt mystérieuse autour de Dale. Des choses assez bizarres qui tournaient autour de lui, mais on n'arrivait pas à le lier directement à ces fameuses choses. Par exemple, la première semaine de Dale au sein de cette base aérienne, un meurtre a eu lieu. Il y avait un sergent, Edward Jefferson, qui vivait sur la base aérienne, tout comme Dale, qui a été retrouvé sans vie dans ces quartiers. La cause du décès était très claire, quelqu'un lui avait ôté la vie avec une violence extrêmement brutale. On lui avait planté une baïonnette en plein dans les yeux. Quand son corps a été retrouvé, l'arme utilisée se trouvait toujours sur la scène de crime. Si vous ne savez pas ce qu'est une baïonnette, c'est un fusil qui a au bout de son canon un morceau de lame et ça permet d'avoir une arme qui est utile d'un côté à distance mais également au corps à corps si jamais on en vient à effectuer des combats rapprochés. Comment cette baïonnette s'est retrouvée dans le visage du sergent décédé, ça nul ne sait le dire. On a des suspicions, bien sûr, concernant un individu, le fameux Dale dont je vous ai déjà parlé. On le suspecte, mais on n'a aucune preuve qui le relie directement à ce qu'il s'est passé. Alors, n'ayant que des preuves circonstancielles, Dale n'a jamais été arrêté par rapport à tout cela. Il est resté innocent vis-à-vis du crime qui a été commis. Mais étonnamment, c'est à partir de cet événement tragique que les personnes vivant sur la base aérienne ont commencé à avoir un comportement quelque peu différent avec notre homme. Ils ne souhaitaient pas lui parler, rester en sa compagnie, comme si tous savaient un secret que le reste du monde ignorait. Mais pourquoi pense-t-on que Dale est en réalité le responsable de la mort du sergent Jefferson? Eh bien, il se trouve qu'il était connu que Dale et Edward, le sergent décédé, traînaient ensemble. Ils semblaient être amis et Dale passait pas mal de temps au domicile du sergent décédé. D'ailleurs, des témoins ont assisté à une dispute entre les deux hommes car Jefferson accusait Dale d'avoir volé ses clés. Il lui aurait dit que ses clés de maison disparaissaient mystérieusement à chaque fois que Dale était dans les parages. Inquiet, le sergent aurait donc changé les serrures pensant que Dale pourrait lui rendre visite à n'importe quel moment. Détail peut-être surprenant ou peut-être pas, le décès du sergent Edward Jefferson est arrivé peu de temps après la fameuse dispute. Pour les enquêteurs qui s'étaient rendus sur place, il n'y avait pas de doute, le décès de notre sergent était bel et bien intentionnel, d'où le fait que tout le monde a commencé à suspecter Dale, bien qu'il n'y avait pas vraiment de preuves pour l'accuser directement. Autre élément troublant par rapport à Dale, parfois il ne se présentait pas à son service. Il a déjà volé le véhicule de quelqu'un qui se trouvait sur le parking de la base aérienne. Il a même essayé d'écrire des chèques au nom de l'armée de l'air pour se donner de l'argent à lui-même. Concrètement, tout le monde s'accorde sur le fait que la vie au sein des forces armées ne scie pas vraiment à Dale. Il est solitaire, ne parle pas à grand monde, il n'a pas d'amis et de lui-même il dit qu'il n'a pas besoin d'amis. Mais est-ce la vérité? Peut-être pas. Car dans cette vie de solitude, Dale s'est lié d'amitié quand même avec une personne
le second individu qui est important dans cette histoire, William Andrews. William Andrews, lui, est né en Virginie en 1953. Ses parents n'étaient pas vraiment présents pour faire l'éducation des enfants. Alors, William, ainsi que ses frères, ont plutôt élevé par leur sœur aînée, Audrey, qui était elle aussi très jeune. Elle n'avait que 14 ans quand elle a pris à sa charge ses petits frères. William, lui, était décrit comme un garçon qui ne faisait pas de vagues, il ne se laissait pas marcher dessus, mais il ne cherchait pas les problèmes. Du fait que Audrey se soit occupée de lui, il a développé une relation très intime avec elle. N'y voyez pas là une quelconque allusion, c'est juste qu'il voyait plus en elle une mère que sa propre mère. William, lui, a été affecté à la même base aérienne où Dale effectuait son travail. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés et les deux hommes avaient un caractère radicalement opposé. Dale, lui, était plutôt solitaire, pas apprécié du tout par les membres des forces de l'armée de l'air, alors que William, lui, était plutôt apprécié. Il était décrit comme quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais peut-être un peu trop sympa, comme si il cachait quelque chose, qu'il jouait un rôle ou qu'il portait un masque devant le public pour cacher sa véritable personnalité. Alors que Dale et William effectuaient leur vie, j'allais dire tranquillement mais pas tant que ça, sur la base aérienne de Hill, une personne d'autorité avait commencé à écrire une lettre pour concrètement licencier Dale suite à ses agissements. Est-ce que c'était parce qu'il était problématique? Est-ce que c'était parce qu'il continuait à réaliser de petits larcins, des petits vols ici et là? Ou est-ce qu'il y avait un autre mobile gardé secret pour ne pas entacher la réputation de l'armée de l'air? Ça, nul ne sait le dire, c'est resté dans le domaine du secret. Mais, à un moment donné, tout a changé. Dale en avait marre de faire ses petits crimes ici et là. Il voulait faire quelque chose de plus gros, s'enrichir plus rapidement. Alors, il a fait une proposition surprenante à son meilleur ami, William Andrews. Il lui a dit qu'ensemble, ils allaient réaliser un braquage. Il avait connaissance d'un magasin, situé non loin de la base aérienne, qui vendait du matériel de valeur, de l'électronique, et qu'en effectuant ce braquage, tous les deux allaient se faire énormément d'argent. Un endroit que Dale avait déjà repéré au préalable. Nous sommes à Ogden, dans l'Utah, une ville qui était composée à l'époque d'un peu plus de 60 000 habitants et qui doit son nom à un explorateur et un trappeur, Peter Skene Ogden. Cette ville était située à moins de 15 minutes de la base aérienne de Hill. Ce fameux magasin d'électronique s'appelait le Hi-Fi Shop et il vendait certains des meilleurs équipements stéréo de la ville. Alors, il n'était pas improbable de trouver sur place des appareils qui coûtaient une certaine somme d'argent. Mais pour Dale, cet endroit n'était qu'un lieu où il pourrait emmagasiner un maximum d'argent. Pour lui, cet endroit était synonyme de richesse. Alors, avant de lancer son fameux braquage, Dale a élaboré un plan d'attaque. Il a d'abord dû convaincre son ami William Andrews. Apparemment, William, lui, n'était pas très partant. Mais suite à des arguments solides, surtout financiers, William a finalement accepté de réaliser ce qui était normalement censé être un simple braquage, un simple vol. Mais il ne s'attendait probablement pas à la tournure qu'allait prendre le fameux braquage du magasin. William avait quelques problèmes financiers, donc il se disait que ça pourrait être une opportunité ici de mettre un terme à tous ces problèmes et de partir sur de nouvelles bases. Il y a donc deux individus qui font partie de l'équipe de braqueurs. Dale réussit à recruter une autre personne, Keith Roberts, et également d'autres personnes qui travaillaient elles-mêmes dans la base aérienne de Hill. Donc au total, le groupe est composé de 5 personnes. Tout d'abord, un repérage est réalisé. Le groupe se rend dans le magasin afin de repérer les lieux où se trouvent les objets de valeur, les différentes issues, afin de réaliser un casse qui allait être aussi rapide que productif. Dale voulait que tout se passe pour le mieux, que tout respecte le plan et que les choses ne prennent pas une tournure inattendue et négative. Le but est simple, rentrer dans le magasin, prendre un maximum d'objets de valeur et partir sans être attrapé. Et c'est un soir, celui du 22 avril 1974, que le braquage a pris place. Le magasin était sur le point de fermer, il y avait encore 2 employés sur place, une femme du nom de Michelle, âgée de 19 ans, et un jeune homme, Stanley, lui, âgé de 20 ans. On était à la fin du service, le magasin allait fermer, une fin de journée en soi plutôt classique, mais c'est l'arrivée du groupe de braqueurs qui va marquer l'histoire des États-Unis.
Dale, William et Keith entrent dans le magasin. Les autres membres du groupe, eux, attendent sur le parking du magasin, prêts à prendre la fuite une fois que les objets de valeur auront été dérobés. Le groupe de braqueurs est donc dans le magasin. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu attendre que le magasin ferme, mais il est possible qu'ils aient décidé de rentrer alors qu'il est encore ouvert pour éviter d'enclencher l'alarme du magasin et donc d'avertir les autorités. Est-ce qu'il y avait un autre but, un but caché, celui de faire preuve d'une extrême violence, de vouloir qu'il y ait des gens dans le magasin pour leur faire du mal? Ça, c'est encore une fois quelque chose que l'on ignore. Dale mène le braquage à la baguette. C'est lui qui semble diriger le groupe, c'est lui qui donne les différentes indications. En tout cas, c'était le seul qui avait sur lui une arme à feu. Il a directement crié. Après avoir fait quelques pas dans le magasin, il a menacé tous ceux qui se trouvaient devant lui à l'aide de son arme à feu. Et William s'est mis à faire la même chose. Peut-être sous influence, il a crié sur le personnel du magasin et les termes évoqués sont clairs. Les deux employés présents doivent les écouter, sinon le duo n'hésitera pas à leur ôter la vie. Bien sûr, voulant survivre à cette attaque, Michel et Stanley écoutent les paroles des agresseurs. On leur dit de se rendre dans l'arrière-salle du magasin. Ils sont escortés, traversent des escaliers et sont finalement déposés au sous-sol du magasin. Une fois sur place, Dale et William attachent leurs deux otages. Pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée, Keith Roberts et un des autres braqueurs qui étaient dans la voiture initialement et qui a rejoint Keith Roberts sont en train clairement de voler différents objets de valeur, ce qui était le but initial du braquage. Et ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que pendant que tous ces événements se passent, le magasin, lui, est ouvert. Et il est donc probable que des clients qui veulent faire des achats rentrent dans le magasin à ce moment-là. Et si jamais ce type d'événement se produisait, eh bien qu'est-ce qui pourrait leur arriver ? Un jeune garçon de 16 ans, Courtney, désireux de faire des achats, se rend dans le magasin au moment même où le braquage a lieu. Il entre comme ça, sans se douter ne serait-ce qu'une seule seconde de ce qu'il se passe dans le magasin. Un magasin, d'ailleurs, où il avait l'habitude de se rendre. Il avait noué des liens avec différents employés, il était connu du personnel. C'est pour dire, il avait pour habitude de garer son véhicule à l'arrière du magasin et on pouvait accéder à l'arrière du magasin par la fameuse arrière-salle qu'ont emprunté les braqueurs et les otages. Donc on se dit que probablement Courtney serait rentré par la porte d'entrée, aurait fait ses achats et serait ressorti au niveau de l'arrière-salle. Mais en entrant sur place, il ne se rend pas tout de suite compte de ce qu'il y a. Il remarque juste qu'il ne semble pas y avoir d'employés. Il ne voit pas directement, le magasin étant assez grand, qu'il y a des personnes qui sont en train de dévaliser le magasin, donc il se dirige directement vers l'arrière-salle pour justement trouver quelqu'un. Et c'est là qu'il a fait face à une vision d'horreur. On ne sait pas ce qu'il a vu, mais ce qu'on sait, c'est que tout de suite, Dale lui a pointé son arme à feu sur la tempe, le menaçant donc de rejoindre les autres otages qui étaient présents au sous-sol. Et William, surpris de voir ce jeune homme arriver là comme ça, décide de le frapper au visage. Il lui met ensuite un coup de genou au niveau du bas-ventre, ce qui déstabilise le jeune homme, et donc il tombe sur le sol. William traîne ensuite Courtney jusqu'au sous-sol, et donc le duo de Dale et William a donc maintenant 3 otages. Et à ce moment-là, le braquage est terminé. Ceux qui étaient au rez-de-chaussée ont terminé de prendre les objets qui les intéressaient. Ils ont même pris la fuite, laissant donc Dale et William seuls dans le magasin avec les différents otages. On pourrait se dire que les deux braqueurs, ayant ce qu'ils sont venus chercher, allaient rejoindre leurs collègues, mais non, ils décident de rester pour faire vivre l'horreur aux otages qui étaient là. Pourquoi les braqueurs ne sont pas allés chercher Dale et William? La réponse est simple. Ce braquage n'en était en fait pas un. Dale l'a vendu comme ça aux autres pour qu'ils acceptent de rejoindre le groupe, mais en réalité Dale avait autre chose en tête, quelque chose de bien plus malsain qu'un cambriolage. Sa vraie cible, ce n'était non pas les objets de valeur du magasin, c'étaient les êtres humains qui s'y trouvaient. Le magasin, lui, est complètement silencieux. À le voir, on ne se douterait pas une seule seconde de l'horreur qu'il se passe dans le sous-sol, mais cette horreur va se transformer en véritable enfer. Les différents otages sont très jeunes. Ils ont 16 ans, 19, 20 ans. Donc il est fort probable que certains d'entre eux vivent encore chez leurs parents. Et voyant que les enfants ne rentrent pas comme c'était prévu, que ce soit pour Stanley, celui qui était âgé de 16 ans, ou ceux qui étaient censés avoir fini leur service, certains parents s'interrogent, s'inquiètent et décident donc de voir ce qu'il en est. Ça a été le cas pour le père du plus jeune, Stanley, du nom de Orrin. Il a décidé de se rendre au magasin afin de voir
ce que faisait son fils, qu'est-ce qui pouvait bien le retarder. Et donc, tout comme son fils, Orrin est tombé devant un spectacle glaçant lorsqu'il s'est rendu dans l'arrière-salle du magasin. Il est tout de suite menacé de l'arme à feu et escorté jusqu'au fameux sous-sol. C'est là que, sous le choc, il voit son fils, Stanley, ligoté. Alors, d'un certain âge, plus mature, essayant d'assurer bien sûr la sécurité de son fils, Orrin essaye de parler avec Dale et William, les deux braqueurs. Il essaye de les raisonner, de les convaincre de les laisser partir. Il essaye de les rassurer en disant que ils portent des masques, donc ils ne les connaissent pas, ils ne les reconnaissent pas, ils ne pourront rien dire à la police, et que l'histoire pourrait s'arrêter là. Dale et William pourraient prendre la fuite et récupérer les gains de leur braquage. Mais Dale, lui, ne bouge pas d'un pouce. Il se dit que il a peut-être laissé des empreintes, qu'il a déjà eu affaire à la police par le passé, donc si jamais la police se met à enquêter, le lien avec lui pourrait être fait assez rapidement. Il se dit qu'il est déjà trop impliqué, alors dans la tête de Dale, il n'y a qu'une seule manière de terminer cette soirée de l'enfer. Du côté de William, le ressentiment est assez différent. Lui, il n'a jamais eu de problème avec la police, donc il pourrait partir, s'en aller, et personne ne saurait jamais qu'il a été lié à ce fameux braquage. Mais néanmoins, il reste quand même là, aux côtés de Dale. Peut-être à cause de l'hésitation de William, les deux braqueurs commencent à se disputer verbalement devant les otages. Dale dit à William d'arrêter de faire sa poule mouillée, qu'il faut suivre le plan. Clairement, ce qui ressort ici, c'est que Dale a un comportement très enfantin, comme si toute la situation pour lui n'était qu'un jeu. Alors, au pied du mur, le braquage étant en soi terminé, William demande à Dale ce qu'il faut faire maintenant. William, lui, ne sait pas quoi faire. On lui dit de suivre le plan, mais le plan c'était de braquer le magasin et de partir. Donc là, il demande qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là que Dale va établir une suite de son plan. Il va s'inspirer d'un film, un de ses films préférés, qui va créer lors de cette soirée un véritable enfer pour les otages qui se trouvaient dans le sous-sol. Cette inspiration que Dale a trouvée, elle vient d'un film. Un film avec un grand acteur, Clint Eastwood, sorti en 1973. Le nom du film, c'était Magnum Force. Ce film raconte l'histoire de l'enquête d'un inspecteur de police, joué par Clint Eastwood, qui enquête sur des crimes assez particuliers. Particuliers dans le sens où ils sont extrêmement atroces. Des criminels dans la ville, ici et là, sont punis par des moyens extrêmement brutaux. Et dans ce film, il y a une scène qui a particulièrement marqué Dale. Cette fameuse scène de film montre un proxénète qui semble être frustré, qui met fin à la vie d'une de ses prostituées, une prostituée qui travaille pour lui, en lui faisant boire un produit ménager. Concrètement, un liquide pour déboucher les canalisations. Et ça, c'est ce que Dale veut faire. Et quand Dale a quelque chose en tête, il s'y tient et il fait tout pour réaliser son objectif. Il est clair ici que le but n'est pas de récupérer de l'argent, de devenir riche par l'intermédiaire du crime. Le but pour Dale maintenant, c'est de mettre fin à la vie des otages qui se trouvent ici avec lui. Et ce qui est fou, c'est qu'il semble que cet objectif-là était son objectif initial. Ce n'était pas le braquage, c'était faire du mal. Alors, Dale se met à la recherche d'un produit ménager dans le magasin et il en trouve. Le liquide a été versé dans des gobelets en plastique. Et sous la menace de l'arme à feu que Dale et William avaient en main, les différents otages ont dû boire chacun leur tour le fameux produit. Il ne leur a pas dit ce que c'était. Il a dit que c'était de la vodka avec un médicament allemand pour qu'ils perdent connaissance et que les deux braqueurs puissent partir tranquillement. Et dans un premier temps, ils ont demandé à l'adulte, le père de Stanley, Orrin, de boire le liquide. Ils l'ont forcé, mais Orrin était loin d'être un homme idiot et savait pertinemment que le contenu du verre n'était pas celui qu'on lui avait dit. Il refuse donc, même sous la menace d'une arme à feu. Orrin était extrêmement courageux. Il a dit qu'il ne boirait rien d'inconnu. Et voyant ce refus, William commence à perdre pied. Il se retourne vers Dale et lui dit que lui ne veut pas jouer à ce jeu malsain. Il n'était pas d'accord pour faire tout ça. Lui était d'accord pour braquer un magasin, pas faire du mal aux gens. Mais Dale, extrêmement convaincant, arrive à entraîner de nouveau William dans son plan sordide. Il se trouve que William n'était pas forcément influençable, mais qu'il était extrêmement apeuré par Dale. Effectivement, voyant l'enchaînement d'événements lors de la soirée, William s'est rendu compte qu'il était fort probable que si jamais lui désobéissait, Dale mettrait fin à sa vie. Alors, William a décidé d'arrêter de résister à Dale, et donc il prend la décision de le suivre dans ses agissements malsains. Voyant que Orrin refuse de boire le liquide, les autres otages, eux aussi, décident de refuser de boire
ce qui se trouve dans les gobelets en plastique. Ça énerve profondément Dale. Et même sous la menace de l'arme, personne ne se résout à boire ce qu'il y a dans les gobelets en plastique. Le temps continue donc de passer, et à l'extérieur du magasin, au domicile de Courtney, le jeune de 16 ans, une question se pose. Ne se doutant absolument pas de la situation dangereuse dans laquelle se trouve Courtney, sa maman se demande où il est. Il est en retard pour le dîner, donc elle sait qu'il était parti chercher quelque chose dans un magasin, mais il n'est toujours pas rentré. Alors, une question se pose, où est-il? Donc cette maman, du nom de Carole, décide de prendre la route. Elle se dit que peut-être Courtney a vu des amis, ce qui a entraîné son retard. Elle part donc au volant de sa voiture à sa recherche. Elle parcourt la ville d'Ogden, mais elle ne le trouve pas jusqu'au moment où elle passe devant le fameux magasin, le Hi-Fi Shop, et là, elle voit effectivement le véhicule de son fils qui est stationné sur le parking. Alors pour elle, c'est clair, son fils est encore dans le magasin. Elle se gare et elle rentre dans le magasin qui est encore une fois toujours ouvert, pensant y trouver son fils, mais pas dans la situation dans laquelle elle s'attendait. Ce qui est fou, c'est que les braqueurs n'ont pas pris la peine de verrouiller le magasin. C'est comme s'ils désiraient que d'autres personnes viennent afin de leur faire subir le même sort qu'aux otages déjà présents. Carole rentre donc dans le magasin. Elle trouve un magasin désert, donc à la recherche de son fils, elle décide d'aller également au niveau de l'arrière-salle. Et à l'instar d'Orin, le père de famille, elle aussi se fait attraper par le duo de braqueurs et elle est emmenée avec les autres au sous-sol. Elle est attachée et à elle aussi on lui propose de boire la fameuse mixture dans le gobelet en plastique. D'abord elle refuse, mais ayant peur de l'arme à feu pointée sur elle, finalement elle en boit une grande gorgée. Et sa réaction ne se fait pas attendre. Il faut savoir que boire ce genre de liquide peut causer des brûlures intenses, des maux d'estomac, des nausées et dans le pire des cas, la mort. Carole commence donc à se tordre de douleur. Elle souffre, elle tousse et les autres otages décident eux aussi, trop apeurés par le duo de braqueurs, de boire la fameuse mixture et eux aussi ont les mêmes symptômes que celle qui a bu la boisson en premier. Tous, sauf un, Orin, le père. Lui comprend qu'il avait raison, que ce qu'il y a dans le gobelet n'est pas un mélange de vodka et d'un médicament. Alors ce qu'il décide de faire, c'est de simuler le fait de boire la boisson. Il fait comme s'il buvait, mais plutôt que d'avaler le déboucheur, il fait petit à petit couler le liquide au coin de sa bouche. Le reste, il le simule. Il imite les autres, il fait croire qu'il se tord de douleur, même s'il a effectivement mal au niveau de la bouche, c'est extrêmement douloureux, mais il n'a pas les mêmes symptômes que les autres, c'est-à-dire les mal de ventre et les brûlures à la gorge. Et c'est là que Dale et William font face à un problème qu'ils n'avaient pas envisagé. Le magasin au rez-de-chaussée était extrêmement silencieux. De l'extérieur, on ne pouvait pas se douter une seule seconde de ce qu'il pouvait se passer sur place. Mais maintenant, avec les cris des différentes victimes, il était facile d'imaginer qu'il y avait là une scène d'horreur. Alors, William et Dale ont décidé de bâillonner les différents otages pour qu'ils restent silencieux. Mais à cause du fameux liquide qui a été ingéré, tous les otages ont la peau au niveau de la bouche complètement brûlée. Le ruban adhésif qui est utilisé ne tient pas. William, face à tout cela, panique et il dit donc à Dale qu'il faut en finir, qu'il faut partir. Lui ne veut plus assister à cette scène clairement de torture. Il dit donc à Dale, fais ce que tu as à faire, je m'en vais. Et il quitte la pièce. Dale lui indique avant de partir qu'il en a pour 30 minutes et qu'ensuite il le rejoint. Il ne reste donc plus que Dale dans le sous-sol avec les différents otages devant lui qui se tordent de douleur. Ce qu'il voulait, c'était que les otages décèdent après avoir bu le fameux déboucheur, mais déjà se tordant de douleur, il ne pouvait plus en boire. Ce que Dale voulait, c'est que ces personnes décèdent, perdent la vie à cause du déboucheur, pas à cause de l'intervention d'autre chose. En fait, l'inspiration qu'il avait eue était faussée, car dans le film qu'il a regardé, Magnum Force, le décès de la prostituée qui a bu le déboucheur était presque immédiat, mais dans la réalité, ça prenait beaucoup plus de temps. Alors, Dale décide de prendre les choses en main. Il serre son arme à feu et il fait feu sur d'abord Carole, puis sur son fils, Courtney. Après cela, il abat Stanley devant les yeux de son père et ensuite il tire sur Orin. Là, il ne reste plus qu'une personne, Michelle, et en la voyant là, complètement seule, Dale a encore une fois une idée qui lui vient en tête, une idée complètement abominable. Il la détache et lui dit de se lever. Il l'emmène dans une autre partie du sous-sol et sous la menace de son arme à feu, il la force à se déshabiller. Après quoi, Dale abuse pendant extrêmement longtemps de la jeune femme sans défense. Après, une fois son acte abominable réalisé, il lui demande d'uriner devant lui. Pendant tout ce temps,
interminable pour la jeune femme. Complètement affreux, elle a supplié Dale de l'épargner, car elle savait au fond que le sort qui lui était réservé au final n'était pas différent des autres, mais elle a quand même tenté sa chance. Elle a dit que Dale pouvait l'emmener. Elle essayait d'utiliser tous les arguments à sa disposition pour épargner sa propre vie. Malheureusement, ses paroles n'ont pas suffi. Après avoir assouvi ses pulsions horribles, Dale ramène la jeune femme là où il y avait les autres et il met fin à sa vie d'une balle dans la tête. Tous les otages qui ont vécu un terrible enfer ont perdu la vie, sauf une personne qui, par miracle, a survécu à la balle qui l'a traversée. Cette personne, c'est Orrin. Effectivement, ce père de famille semble survivre à tout ce qui s'abat sur lui. Et encore une fois, le sort s'abat contre lui. Bien qu'il simulait sa propre mort, Dale le remarque qu'Orrin est encore en vie. Alors, voulant encore une fois en finir, Dale se jette sur lui. Il essaie de l'étrangler à l'aide d'une corde, mais on ne sait pas vraiment comment par rapport à la position dans laquelle Orrin se trouvait. Il arrive à être dans une posture qui fait qu'il arrive quand même à trouver de l'air et donc à ne pas succomber à l'étranglement causé par Dale. Dale, qui était déjà en colère qu'Orrin ait survécu au coup de feu, est encore une fois en colère, voyant qu'il n'arrive pas à mettre fin à la vie de ce dernier otage, cet otage qui le retarde dans sa fuite. Il voit là un homme qui refuse de mourir. Alors, encore une fois, Dale plonge dans l'extrême. Il attrape un stylo qui se trouvait sur le sol à proximité et il l'enfonce brutalement dans l'oreille d'Orrin. Il essaye de l'enfoncer aussi profond qu'il le peut. Il donne des coups de pied sur le stylo pour l'enfoncer aussi loin que possible. C'est absolument atroce. On a déjà eu affaire à une prise d'otage, des empoisonnements, un abus, et là maintenant on a encore une fois de la torture. Dale frappe tellement fort que le stylo se casse en deux. Une partie est donc brisée et l'autre a été enfoncée si profondément qu'elle a traversé la gorge d'Orrin. Pour Dale, là c'est sûr et certain, il n'y a aucun moyen pour qu'Orrin réussisse à survivre à ce qu'il vient de se passer. Donc il est maintenant satisfait. C'est là qu'il prend finalement la décision de s'en aller. Les deux braqueurs maintenant partis, les autres personnes qui pouvaient entrer dans le magasin ne risquaient pas de subir le même sort. Et comme Carol et Orrin, certaines personnes s'inquiétaient de voir que ceux qui se trouvaient dans le magasin ne revenaient pas. Donc c'est la femme d'Orrin, accompagnée de son plus jeune fils, qui sont partis à la recherche du père et du frère qui a perdu la vie. Ils ont pris la route, ont parcouru la ville d'Ogden, et c'est en arrivant devant le magasin Hi-Fi Shop que là, le véhicule du fils et du père ont été retrouvés. Ils sont donc rentrés dans le magasin. Encore une fois, tout était extrêmement silencieux, et c'est en allant dans l'arrière-salle que là, ils ont fait la découverte d'une scène complètement horrible. À cette époque, pas de téléphone portable, donc il y a un peu de temps avant que les autorités compétentes arrivent sur place. Une ambulance est arrivée, et les médecins ont pris immédiatement ceux qui le pouvaient en charge. Malheureusement, Michel et Stanley étaient sans vie. Carol et Courtney, eux, s'accrochaient désespérément à la vie. Ils étaient encore vivants quand on les a trouvés. Et Orrin, lui, s'accrochant encore à la vie, était vivant. Malheureusement, Carol est décédée suite à sa prise en charge. Son fils Courtney, lui, a survécu à cette soirée atroce. Il a passé presque 1 an à l'hôpital. 250 jours pour se remettre presque complètement de ce qu'il s'était passé. Orrin, lui, a bel et bien survécu. C'est clairement un survivant dans cette histoire. Il était encore suffisamment en vie pour dire aux policiers ce qu'il s'est passé. Il a donné la description physique, en tout cas de ce qu'il a pu voir des hommes, aux agents de police pour qu'ils puissent les arrêter. Et rapidement, ce qu'il s'est passé au cours de cette soirée abominable a fait le tour de la ville. Cette ville plutôt tranquille, là, avait été le théâtre d'un des crimes les plus brutaux et violents de l'histoire des États-Unis. Alors, face à cette affaire, toute la police, tous les scientifiques ont été mobilisés afin d'arrêter les personnes à l'origine de ce qu'il s'était passé. Et c'est le 23 avril que là, la police avance. Des portefeuilles ont été découverts dans une poubelle qui appartenait à la base militaire de Hill. Effectivement, on a retrouvé le portefeuille de Michel, mais également celui de Courtney. Et l'identification de ces portefeuilles n'a pas été compliquée car il y avait à l'intérieur des cartes d'identité et l'affaire ayant fait grand bruit, les photos des différentes victimes étaient connues par absolument tout le monde en ville. C'est ça qui a permis aux enquêteurs d'en conclure que les responsables de cette soirée horrible étaient liés à la base militaire de Hill. Des personnes d'autorité ont été contactées, la police a partagé les descriptions qu'Orrin a pu faire des différents braqueurs et rapidement 2 personnes sortent du lot. Et ces 2 personnes, c'est celles que maintenant vous connaissez
et que probablement vous détestez, Dale Selby et William Andrews. Tout de suite, le nom de Dale est reconnu, car rappelez-vous pour le décès du fameux sergent, le sergent Edward Jefferson, et donc pour la police, il n'y a quasiment pas de doute, ils ont réussi à retrouver au moins une personne qui était présente dans le magasin qui s'est transformé en véritable enfer sur terre. Les deux hommes sont donc arrêtés. Leurs chambres à la base militaire sont fouillées et on trouve des éléments très intéressants. Une liste de magasins où il y avait notamment marqué le Hi-Fi Shop, et cette liste était en fait probablement différents magasins qui étaient ciblés par le groupe de braqueurs. Des gants en caoutchouc, des pochettes avec le logo du magasin ont été retrouvées, et sous un tapis, un contrat pour une sorte d'endroit de stockage a été trouvé, et ce fameux conteneur ou ce garage pour stocker des objets était situé non loin du magasin où a eu lieu toute l'horreur de cette histoire. De plus, il y avait une date à laquelle commençait le contrat de location qui était la veille des fameux événements. Concrètement, le groupe de braqueurs avait été extrêmement négligent. Ils n'avaient pas fait attention aux détails, ils pensaient en fait ne jamais être retrouvés, mais si ça avait été le cas, ils n'avaient pas prévu le coup. Donc il était assez facile de justement lier Dale et William au braquage et aux différentes morts qui ont eu lieu au magasin. Quand Dale a été arrêté, on a retrouvé sur lui la clé du fameux garage, et quand l'endroit a été fouillé, on a retrouvé tout l'équipement qui avait été volé. De plus, on a aussi retrouvé la bouteille du fameux liquide, du fameux déboucheur, qui a été utilisé et donc qui a été bu par les différents otages. Heureusement, cette affaire a été extrêmement simple à résoudre. Il n'y avait absolument aucun doute sur le fait que Dale et William aient été les responsables de ce qu'il s'est passé au magasin. Par contre, il y a des personnes qui manquent. C'est donc par l'intermédiaire de témoins qu'on a réussi à identifier Keith Roberts. Il a été établi qu'il a participé au cambriolage, mais pas à tout ce qu'il s'est passé dans l'arrière-salle et dans le sous-sol. Par contre, les autres personnes, elles, n'ont jamais été identifiées. On en vient même à se demander si ces fameuses personnes, dont on ignore tout, existaient réellement. Quoi qu'il en soit, ceux qu'on souhaite arrêter le plus ont bel et bien été arrêtés. Dale et Williams. C'est sur eux que c'est porter toute l'enquête. On voulait arrêter les personnes qui avaient ôté la vie. Ceux qui avaient réalisé vraiment le braquage, ça c'était plus secondaire. Donc, après avoir établi des preuves, réalisé des arrestations, est rapidement venu le procès de William et de Dale. Le jury n'a pas mis bien longtemps à mettre en avant la culpabilité des deux individus. Il y avait 66 témoins et plus de 300 preuves matérielles qui liaient Dale et William à tout ce qui s'est passé. Keith Roberts, lui, a été inculpé pour 13 ans de prison. Par contre, Dale et William, eux, ont été condamnés à la peine de mort. Et ce qui est clairement incroyable, je trouve, c'est que par rapport à tout ce qui a été réalisé, tous les chefs d'accusation, la condamnation de Dale et William, c'était 3 peines de mort, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés 3 fois à mourir tellement ce qu'ils ont fait était grave et abominable. Dale a subi sa condamnation en 1987 et d'ailleurs il a été le premier homme de l'histoire de l'Utah à être exécuté par injection létale. Pour William, lui, c'est venu un peu après. Lui, ça s'est passé en 1992. Et bien que tout le monde s'accorde sur le fait que le sort de Dale est mérité, concernant William, l'opinion publique était-elle plutôt mitigée. Vous maintenant, vous avez toute l'histoire et vous pensez peut-être que les sentences pour les différents responsables des crimes, du braquage et des meurtres est la bonne sentence. Mais pour certains, la sentence qui a été donnée à William était un peu trop sévère parce que lui n'a réalisé aucun meurtre. Il n'a fait qu'assister Dale, il n'a pas vraiment touché aux différents otages, donc pour certaines personnes, la sanction qui lui a été réservée était peut-être injustifiée. D'ailleurs, ça a même été confirmé par certains survivants de cette fameuse soirée. Quand Dale a tiré sur les différents otages, quand il a fait tous les actes atroces quand il était seul, il était bel et bien seul. William, lui, était déjà parti depuis un certain temps. Il est sûr et certain, pour les survivants et une certaine partie de l'opinion publique, que William, lui, n'avait nullement intention de faire initialement du mal aux otages, mais surtout de leur donner la mort. Tout cela avait été orchestré et réalisé par Dale, lui et lui seul. D'ailleurs, lors de son procès, William a clairement exprimé qu'il n'arrivait pas à s'opposer à Dale, qu'il en avait clairement peur et qu'il avait peur pour sa propre vie si jamais il osait lui désobéir. Donc, bien qu'il avait participé au crime, l'opinion publique pensait qu'il serait plus approprié qu'il y ait une inculpation
en prison, passer un temps en prison, plutôt que la peine de mort qui elle était jugée trop sévère. Quoi qu'il en soit, la peine n'a pas été changée. Avant que sa peine ne soit exécutée, William a exprimé de profonds remords vis-à-vis de ce qu'il s'est passé. Il regrettait profondément, mais ça n'a jamais été jugé comme suffisant pour la justice. Et donc en 1992, William a subi sa condamnation et les derniers mots qu'il a prononcés étaient « Je vous aime, au revoir ». Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour cette histoire, une histoire vraie, qui a choqué les États-Unis, qui m'a choqué personnellement quand je l'ai découverte. Honnêtement, je pense qu'il y a un avant et un après cette histoire. Quand on en a connaissance, c'est une histoire qu'on n'arrive jamais vraiment à oublier. Dans mon cas, je ne pense pas me tromper en disant que c'est probablement l'histoire qui m'a le plus choqué. Quand je fais des recherches sur des crimes, sur des sujets pour des histoires, j'ai toujours cette histoire-là qui honnêtement me reste en tête. J'ai fait de mon mieux pour essayer de vous retranscrire l'histoire la plus fidèlement possible, sans pour autant entrer dans le trash. J'espère en tout cas que c'est un travail réussi. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'on espère que les survivants à cette histoire aient pu vivre aujourd'hui des jours heureux, bien qu'il semble difficile d'imaginer que reprendre une vie normale après avoir vécu ce type d'événement, ça semble très compliqué. J'espère que les personnes qui ont perdu la vie au cours de cette fameuse soirée reposent aujourd'hui en paix, une paix qu'ils ont profondément méritée. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!